Alors, sans plus tarder, j'irai directement dans le vif du sujet. On parle du crédit. J'aime beaucoup Wikipédia. C'est quelque chose, c'est un outil qui était très démocratique. Et Wikipédia définit le crédit comme une mise à disposition d'argent sous forme de prêt consenti par un créancier, un prêteur, à un débiteur, qui est l'emprunteur. Et l'opération donne naissance à une créance où un remboursement est prévu selon un échéancier. Bon, il y a une somme d'argent qui est prêtée et il y a des termes qui sont prévus. J'aime aussi beaucoup l'étymologie et crédit vient du latin credere, qui est croire. Pour qu'on puisse avoir l'obligation, en fait, naît et elle est basée sur la foi que le débiteur remboursera au créancier. Mais en affaires, comme on sait tous, la foi a ses limites et c'est la raison d'être des agences de renseignement du crédit. On appelle ça aussi des agences de notation du crédit. C'est la première slide de Simon. Donc, moi, si je comprends bien, là, avant de rentrer ça, fait que dans le fond, le crédit, c'est je suis un jeune, j'ai ma première carte de crédit à 17-18 ans. Puis à ce moment-là, c'est une façon de construire mon crédit. Puis construire son crédit, c'est parce qu'il y a des informations. Tu sais, par exemple, j'ai pris une carte de crédit. Ces informations-là vont se retrouver à des agences de crédit comme ceux-là. Oui, au début de tout, en fait, le crédit, comme on le connaît aujourd'hui, est arrivé vers 1956. C'est Dun & Bradstreet qui en a développé la première forme commerciale, si on veut. Et c'est surtout une firme de notation de crédit commerciale qu'on connaît moins, mais qui est très présente, qui a commencé Dun & Bradstreet, c'est Fair Isaac et compagnie. De là est parti le FICO, ce qui est utilisé là, par toutes les agences pour déterminer la cote de crédit. Et toutes les agences qu'on voit, Equifax, Transilien, qui sont plus connues, qui sont dans le paysage canadien et québécois, Experian, qui est plus nouveau, un nouveau joueur de 1996, et Dun & Bradstreet. Mais tout ça vient quand même de Dun & Bradstreet. Et bon, en clair, de façon concrète, chaque fois qu'on demande du crédit, la compagnie prêteuse va aller prélever de l'information auprès de notre bureau de crédit pour voir notre expérience totale de crédit en transférant également de l'information. Cette information-là, lorsque c'est un prêteur qui demande une fiche de crédit, donc qui fait une expérience de crédit sur le sujet, sur l'emprunteur, elle va donner de nouvelles informations. C'est la somme de ces informations-là qui va faire des informations qui sont accessibles par les autres demandeurs du crédit. Il y a deux sortes de demandeurs de crédit. Il y a les hard inquiries, celles qui écrasent les données précédentes. C'est un peu complexe. Là, je vais essayer d'y aller quand même de façon simple. Une banque, si vous allez voir une banque et vous demandez un prêt, plus de quelques milliers de dollars, disons, pour l'achat d'un véhicule, on présume que les informations que vous donnez sont bonnes et les informations qui sont données sont les plus récentes à votre fiche de crédit. Donc, une autre agence, disons une agence de marketing ou une agence de recouvrement, va aller chercher ces informations-là et va aller prélever, va aller obtenir les informations les plus récentes qui ont été données par un créancier, un prêteur d'argent. Je peux donner un exemple. Par exemple, j'ai fait un prêt automobile, j'ai une carte de crédit, je fais un prêt automobile, puis là, je veux appliquer, par exemple, pour une maison. Fait que quand je vais appliquer pour une maison, à ce moment-là, l'institution bancaire va faire des vérifications auprès d'une de ces grandes agences-là pour vérifier mon dossier. Ton état, ton expérience, ton historique de crédit. Le passé est le garant de l'avenir, c'est un peu la prémisse sur laquelle les bureaux de crédit sont conçus, effectivement. Mais l'information que tu vas avoir donnée est la plus récente qui va être partagée auprès des autres demandeurs d'informations. Combien de temps, justement, l'information reste à un dossier, par exemple? Tu sais, j'ai pris une carte de crédit, j'ai pris du retard, je ne l'ai pas payé, mais finalement, j'ai eu une auto, puis après ça, j'applique pour une maison. Combien de temps ça reste? Ça dépend si l'information qui est rapportée au bureau de crédit, elle est négative ou pas. Dans le cas où il n'y a rien qui se passe, tu fais une demande aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autres demandeurs les 20 prochaines années, bien, cette information-là va rester comme étant la dernière en liste. Donc, c'est elle qui va être partagée après. Okay. Mais on va le voir, les impacts au niveau du bureau de crédit un peu plus loin. D'accord. Bon, donc, les prêteurs utilisent la cote de crédit pour évaluer le niveau de risque d'un client. Comme j'ai dit, le passé est garant de l'avenir. On arrive à la deuxième slide, pardon, où là, on voit, quand vous demandez un bureau de crédit, c'est ce que vous voyez. Vous avez une information qui va de 300 à 900 et qui fait que ces transitions sont sur la même base, le même score de FICO, comme j'ai dit, qui est l'abréviation de Fair Isaac and Company, les deux fondateurs de cette compagnie. Et ce qu'on voit ici,
c'est que faible de 300, 600, moyen 600, 699. Moyen et faible, vous allez avoir des difficultés à obtenir du crédit. Les banques ou les institutions prêteuses vont demander un co-signataire. Et en haut de 700, qui représente environ 75 de la population, bien, vous allez pouvoir obtenir du crédit. Sans grandes conditions, disons-le, à des taux qui sont quand même bons. Et plus vous êtes élevé dans votre score de crédit, bien, évidemment, plus vite est l'acceptation, meilleures sont les conditions, on pose moins de questions, évidemment, puis on demande moins de garanties. Donc, c'est tellement important de garder notre dossier de crédit parce qu'en bout de ligne, c'est de regarder notre dossier de crédit parce qu'en bout de ligne, si notre crédit n'est pas bon, on va payer plus cher d'intérêt. Absolument. Je vais arriver sur un exemple un peu plus tard là-dessus, là, mais il y a un impact réel, surtout pour des prêts importants, dont les prêts hypothécaires. OK, si on regarde la prochaine slide, il y a la distribution nationale de pointage pour les personnes ayant un dossier de crédit chez Equifax Canada. Bien, on le voit là, à peu près 75 60 quelques pourcents, là, entre 70 ont un dossier qui est bon. Les autres, en bas de 700, là, on a 11 qui est à 650, 699, et là, ça décroît. Ça, c'est problématique. Les banques ne vous prêteront pas d'argent si vous avez 699 et moins, à moins d'avoir un endosseur en règle générale. Moi, vous connaissiez ou que ça peut arriver, on arrive dans la fin du mois, puis il y a des compagnies prêteuses, des magasins à rayons à la Brick Company qui ont des quotas de prêts et que dans les derniers jours du mois, ben, ils vont prêter à des gens qui sont plus à risque parce qu'ils doivent rencontrer leur quota. Mais en règle générale, on a besoin d'un co-signataire et les taux d'intérêt sont souvent plus élevés. On a un autre slide qui démontre un peu le pourcentage de retard qui va occasionner ou qui va survenir, lorsque on a un score de crédit, on le voit là, par tranche de crédit. Ça, c'est le pourcentage de gens qui vont être en défaut de 90 jours et plus sur les 2 prochaines années. Donc, on le voit là, c'est vraiment prédictif au sens où quelqu'un qui a un score de plus de 800, les banques et les institutions prêteuses sont confiantes à l'effet qu'il y a juste 1 de ces gens-là qui vont connaître dans les 2 prochaines années. Donc, c'est basé sur l'expérience de tous les gens qui ont eu ce score-là et qui ont fait l'expérience du crédit. Donc, seulement 1 des gens vont avoir une fois un retard de 90 jours et plus. Et c'est très important parce que 800, vous rentrez, si vous avez un score de crédit de 800, les banques vont vous ouvrir les portes, ils vont vous accueillir comme si vous étiez un client honorable et vont vous traiter comme tel avec des bons taux d'intérêt. On va voir comment maintenant maintenir et développer sa cote de crédit. Voici les différents facteurs qui influencent sur la cote de crédit. Il faut comprendre qu'une cote de crédit est basée sur l'expérience totale du crédit passé. Comme je l'ai dit, le passé est garant de l'avenir. L'historique de paiement compte pour 35 le solde dû par rapport à la carte de crédit est de 30 je vais y revenir dans le détail. L'âge de vos comptes, 15 les nouvelles demandes de crédit, 10 et c'est le seul des points qui affecte négativement pour sûr le score de crédit et le nombre de créanciers puis la variété. Regardons ça en détail. Donc, c'est ça. Par exemple, un solde dû par rapport à la carte de crédit ou l'historique de paiement. Donc, si tu es un jeune puis tu as ton téléphone cellulaire, c'est quasiment ta première expérience de crédit. Fait que si tu ne le payes pas à temps, puis tu traînes des soldes, etc., bien, veut pas, la compagnie prêteur téléphonique va envoyer de l'information, puis c'est ça qui va contribuer à ta cote. Oui, ça, c'est important aussi. À chaque mois, on rapporte les informations au bureau de crédit. Donc, on voit si un dossier est à date, on va le voir un peu plus loin. S'il est 1, ça veut dire qu'il est à date. S'il est 2, il y a 30 jours de retard. On va le voir un peu plus loin. OK. Mais au niveau du solde, là, Sophie, les 2 types de crédits qui contribuent le plus, autant positivement que négativement, à la cote de crédit, ce sont les cartes de crédit et les marges de crédit. Et si vous avez une marge de crédit et une carte de crédit à la fin du mois dont le solde est excédent 30 du crédit alloué, donc vous avez une carte de crédit de 1000, puis à la fin du mois, vous avez 330 $ de solde, même si vous êtes à date, ça va quand même impacter négativement votre crédit. Okay. Il faut éviter d'avoir plus que 30 sur ces cartes de crédit et les marges de crédit. Les habitudes de paiement pour 35 c'est très important, au sens où on doit payer souvent et avant les dates d'échéance. Si on paye le minimum, c'est parfait. De l'autre côté, comme je l'ai dit, l'utilisation du crédit disponible, si on dépasse 30 de son solde, on est affecté négativement. La date d'ouverture de notre compte compte pour 15 c'est là l'expérience de crédit que je parlais. Plus on ouvre un compte jeune, plus on a une carte de crédit jeune, plus on a une marge de crédit jeune, plus ça rapporte à long terme.
parce qu'elle va compter comme une expérience qui est favorable. Il y a un prêteur qui vous a prêté de l'argent, n'a pas perdu depuis X nombre de temps, il a fait de l'intérêt sur vous. Vous êtes donc un client à qui les banques et les compagnies prêteuses veulent prêter. Fait que je me répète, fait que si tu es un jeune, justement, puis là, tu as ton cellulaire, puis tu le payes à temps, puis après ça, tu demandes une carte de crédit, puis tu ne l'utilises pas, ou quand tu l'utilises, tu claires tout de suite tes affaires. Donc, tu risques d'avoir une bonne cote de crédit, puis pouvoir avancer, puis dans la vie, faire des prêts à des meilleurs taux. Fait que c'est important. Absolument. Puis la première chose à faire, c'est de demander une marge de crédit sur son compte. Vous avez une marge de crédit de 500, même si vous ne l'utilisez pas, c'est parfait, c'est pas grave. Vous avez un crédit qui est plus varié. Et là, la banque, vous pouvez prendre un petit peu de crédit. En fait, vous devez créer une expérience de crédit. Vous devez démontrer que vous êtes capable d'utiliser et le crédit et que vous avez la discipline pour le rembourser. Fait que d'arriver, en fait, les banques vont prêter puis vont ouvrir une marge de crédit à valeur déjà égale à l'argent qui est en caisse. Donc, il n'y a pas vraiment de risque là, mais ce serait le premier conseil que je donnerais à des gens. Le nombre et le type de créance, la variété de comptes a un impact positif sur la cote. La Sainte Trinité étant l'hypothèque, la carte de crédit et la marge de crédit. Fait que dès qu'on peut la commencer jeune, dès qu'on peut avoir une marge de crédit, on le fait. On demande une carte de crédit. Encore une fois, on est capable de geler un certain montant, qu'on parle à notre banque, qu'on demande un rendez-vous avec notre conseiller et qu'on prenne une carte de crédit, non pas prépayée, mais qui soit garantie par l'argent que j'ai en caisse. Et le troisième qui va venir dans le temps, l'hypothèque. Si vous avez ça et si vous savez gérer ça intelligemment, vous n'aurez jamais de problème de crédit. Et l'autre où il faut faire attention, c'est le nombre de nouvelles demandes qu'on fait. Chaque fois, la prémisse étant que si on demande du crédit, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, on est plus à risque de faire défaut parce qu'on n'a pas la liquidité pour le supporter. C'est le raisonnement de l'industrie. Donc, chaque demande qu'on fait impacte négativement notre code de crédit. Il faut faire attention. On ne demande pas, il y a des moyens de calculer son taux d'endettement. On ne devrait jamais demander ou aller voir une institution prêteuse sans avoir calculé son propre taux d'endettement et éviter de faire une demande s'il dépasse 40 %. Donc, en résumé, ce qui affecte négativement notre code de crédit, bon, les liens sur la propriété, les faillites, on va revenir plus tard, les paiements en retard, les soldes. S'il n'y a aucun solde sur une carte de crédit récente, je demande une carte de crédit et je ne l'utilise pas. Ça ne me donnera aucun point. Des demandes de crédit récentes, des jugements légaux, évidemment, trop peu de comptes renouvelables, du revolving credit, des cartes de crédit, des antécédents de crédit limités. Donc, plus on a d'expérience, plus ça nous paye. Et des prêteurs hypothécaires qui consultent notre rapport de crédit. En fait, il faut vraiment y penser. Là. Demander du crédit, c'est s'exposer au jugement de l'industrie. Monsieur Martin? Pour vous, M. René. Je vous en prie. J'ai déjà eu comme conseil d'un banquier dans mon jeune temps. Il me disait du crédit, même si tu n'en as pas besoin, quand tu as un beau dossier, quand ça va bien dans ta vie professionnelle, c'est là que c'est le temps d'en demander parce qu'au moment où tu vas éventuellement en avoir besoin, oui, probablement que tu vas être dans une mauvaise situation puis on ne te l'accordera pas. Si je suis votre explication, ce que vous dites, c'est d'en avoir trop, ça vous nuit aussi. Non, je ne dis pas d'en avoir trop, de faire trop de demandes. Si vous en avez beaucoup varié puis vous êtes capable de le gérer, c'est parfait. Il faut, puis c'est un excellent conseil, là, c'est un très bon conseiller en placement là, que vous avez eu là, au sens où, en fait, les gens vont prêter à des gens qui savent utiliser le crédit. Encore faut-il que vous démontriez que vous en avez un besoin. Pardon. La personne qui n'en a pas besoin et qui n'a jamais utilisé, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, fait qu'on ne prêtera pas de l'argent. Les compagnies prêteuses détestent le risque. C'est pas compliqué, là, on le voit, là, en haut de 800, vous allez avoir un prêt assuré. En haut de 700, on peut commencer à vous poser des questions. En bas de ça, on ne vous en prête pas, à moins que vous ayez un co-signataire. Je veux dire, l'industrie du crédit n'aime pas le risque au sens où elle le calcule. Donc, et ça, c'est un excellent conseil, c'est très avisé. Utilisez le crédit au maximum, au sens où demandez-en, démontrez que vous êtes capable de l'utiliser, puis vous n'en manquerez pas quand vous allez en avoir de besoin. Tout à fait. Il y a un fait qui est super intéressant que j'ai déjà vu dans un document interne de chez Equifax, où j'ai été absolument surpris que 70 % des consommateurs qui déclarent faillite sont à date avec leurs obligations et leurs paiements. Au sens où les gens veulent bien payer, mais sans dette à un point tel qu'il y a un point de non-retour, il y a une rupture. Et le consommateur va simplement faire faillite. Fait qu'il y a des indices de probabilité. Là, on a montré un score qui était
celui là, de 300 à 900, mais il y en a un autre à l'interne où on se sert, c'est l'indice de faillite. En fait, plus on se rapproche de nos soldes, comme j'ai dit, si on a un solde de carte de crédit, si j'ai 1 000 de carte de crédit, puis j'ai 5 cartes de crédit, puis ils sont toutes maxed out, donc je dois 5 000 sur 5 000 de prêts possibles, bien, on considère que je ne suis pas loin de la faillite. Et ça, c'est très mauvais. OK. Donc, c'est pas drôle pareil. Hein? Moi, dans mon temps, là, mes parents, c'est comme non, tu ne demandes pas de crédit, tu payes tes affaires au fur et à mesure, etc. Là, on est en 2022, puis c'est totalement le contraire. Au contraire, maintenant, il faut que tu en demandes pour pouvoir, le plus jeune possible, ou en tout cas, et le payer et bien construire son dossier. C'est un peu différent d'autrefois. Hein? Non, on n'est plus dans les conseils d'administration ou les conseils de village dans les caisses populaires, ça n'existe plus, ça. Donc, Effectivement. on est ailleurs, on sort de d'autres mesures. Mais tu sais, quand on parlait tantôt de l'incidence d'un mauvais crédit, là, si je n'ai pas un bon crédit, ben, mon taux hypothécaire, si je prends cet exemple-là, qui est le plus probable, celui qui va impacter le plus l'emprunteur, ben 1 sur une hypothèque de 500 000 sur 25 ans, c'est 90 000 de plus. C'est énorme. Là. Mais je trouve ça un peu injuste parce que dans le fond, quand tu as un bon crédit, c'est parce que tu as des bons moyens financiers, fait qu'on te donne des taux moindres. Quand tu as de la difficulté puis que tu n'as pas un beau dossier de crédit, on t'en met plus, plus des hauts taux d'intérêt. C'est le modèle d'affaires du pawn shop. C'est exactement ça, c'est faire de l'argent sur le pauvre. C'est très triste, mais c'est un fait. Et je vais aller plus loin dans le... Je vais donner quelques conseils là, au niveau du crédit pour enchaîner peut-être sur le recouvrement. Je vois que ça avance. Là. Si j'ai un conseil, demandez au moins une fois par année votre bureau votre fiche de crédit. Chez Equifax et chez TransUnion, ce sont les majeurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes compagnies qui rapportent à tous. Il faut comprendre que c'est privé. Une compagnie peut envoyer des informations chez Equifax, puis une autre à TransUnion exclusif, ou les deux simultanément. Demander son bureau de crédit, ça n'affecte pas la cote. Si on y voit une anomalité, il faut le rapporter au service à la clientèle du bureau de crédit. Il va y avoir une note qui va afficher sur le bureau de crédit pour dire anomalie potentielle, au même titre que si vous avez été victime de fraude pour Desjardins. Mais justement, j'ai une question dans le chat, j'attendais qu'on y arrive. Là. Oui, qu'est-ce qu'on fait si on se fait frauder son dossier de crédit? Un, c'est de savoir qu'on s'est fait frauder, donc c'est important de faire les demandes à Equifax. Et c'est quoi l'autre compagnie? TransUnion. TransUnion. Simon, on va essayer de mettre les sites Internet dans notre chat pour que les gens puissent aller voir par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement? On fait venir notre dossier de crédit puis on se rend compte qu'on a fait frauder son dossier. Bon, il y a des solutions qui existent. Là. Je pense qu'une des... Equifax TransUnion qui l'offre, une des banques, la Banque Royale offre quelque chose de très nouveau puis de très dynamique au sens où il y a des alertes possibles. Dès qu'il y a un mouvement sur notre fiche de crédit, qu'on aille sur Crédit Karma, qui est TransUnion, ou qu'on aille sur Equifax, vous allez le voir, ça coûte environ 20 $ par mois et on a une alerte à temps réel. On n'est pas obligé de faire ça, on est capable de le demander. Au pire, on le demande aux 3 mois. Mais si on a été victime de Desjardins, sachez que les informations sont présentement, ils circulent sur le dark web et ça va probablement rester là pour le restant de votre vie. Donc, demandez des informations, soyez alerte et quand vous voyez quelque chose, communiquez avec les bureaux de crédit. Comme je l'ai dit, calculez votre taux d'endettement. Évitez de faire des demandes de crédit. Si vous avez plus de 40 % de taux d'endettement, il y a plein de sites qui offrent des calculs puis des outils pour ça. Tentez de posséder plus d'une carte de crédit. Ça indique que vous direz le contraire, mais si vous êtes capable de le gérer, ayez plus d'une carte de crédit, plus d'une marge de crédit et jouez avec ça. Il n'y a aucun mal à prendre une carte de crédit un mois puis un autre mois puis de payer ses comptes à date. Évitez toujours d'avoir une dette qui accuse plus de 60 jours de retard. Dans ma pratique, j'ai déjà entendu des gens dire c'est pas grave, regarde, il me demande 100 $, là, le mois prochain, je vais en donner 500. C'est une erreur. Vous avez déjà une mauvaise expérience qui va être apportée. Même si vous payez plus que le minimum, assurez-vous d'être discipliné, payez le minimum dans le temps requis. Puis on développe des bonnes habitudes très jeunes, elles vont s'avérer payantes avec le long terme. Et dernier conseil, si vous pouvez, si vous avez une carte de crédit, cessez immédiatement d'utiliser une carte de débit. Utilisez votre carte de crédit tout le temps. Premièrement, c'est bon pour votre crédit. Deuxièmement, vous avez de bien meilleures garanties si vous faites frauder. Visa, Mastercard, ne pose pas vraiment de questions. Si vous avez une bonne expérience, si vous êtes un client, ils vont simplement vous rembourser. Alors qu'avec une carte de débit, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc, je vais passer à l'autre slide de Simon. Juste montrer ce qu'il y en est là, au niveau des... Quand un créancier demande votre bureau de crédit, il voit ça. Il
on parle de R, là, on voit R1, R2, R3. Ça, c'est du revolving, c'est de la carte de crédit. Il y a également du I pour des installments, des paiements, puis du O pour du open credit. Mais ce qu'on voit ici, là, de R1, là, ça veut dire que la dette est payée à temps, dans les termes. Vous voyez R0, si vous avez une carte de crédit, vous ne l'utilisez pas, ça ne vaut rien, ça vaut zéro comme impact. R2, R3, R4. R4, on commence vraiment à avoir un problème. R5, je vois qu'il y a des fautes là, dans tout cela. Là. Mais bref, à R5, le créancier va diriger sa créance ailleurs et va commencer à l'envoyer vers les pertes. Et lorsque ça arrive, elle va être apportée à R9, mauvaise créance. Le dossier, soit sans avoir recouvrement, va peut-être être en faillite. Et on voit la différence entre R7 et R9, la proposition du consommateur. Ça a une grande incidence. Voyons-le tout de suite. Juste un instant, Patrick. Moi, avant, parce que c'est important, on a une question dans le chat là, qui dit si on se fait refuser pour une voiture, est-il inutile d'aller dans un autre concessionnaire? Pratiquement oui. Changez votre stratégie. Essayez d'avoir un co-signataire. Puis vous pouvez poser des questions avant qu'on soumette votre dossier à Equifax ou à TransUnion. Là. Au sens où si la première personne, ils ont tous à peu près les mêmes critères. Les compagnies prêteuses de première instance, là, je dis première chance au crédit, les concessionnaires, la banque qui va prêter pour une auto, ils ont à peu près tous les mêmes critères. Ils vont passer à quelqu'un qui a 700 et plus. Demandez donc votre fiche avant, puis essayez de voir avec un co-signataire. Sinon, vous allez nécessairement vers la troisième chance au crédit, qui n'est pas super bon non plus pour votre code de crédit, là, au sens où quelqu'un. Parce que si l'ordinateur le refuse, c'est un humain qui va le reviser. Et quand il voit ça, des prêteurs à risque comme ça les rend plus frileux. Fait que la question est, préparez-vous avant de demander du crédit. Donc, c'est ça. Si on n'est pas sûr, puis mettons qu'on se fait refuser par un concessionnaire, puis on a vraiment besoin d'un véhicule, on peut demander notre dossier de crédit pour vérifier ce qu'il y en est, puis demander des corrections si ce n'est pas correct pour se donner une deuxième chance. Absolument. Mais ça, c'est un processus qui peut être quand même assez long. Mais parlez-en avec votre conseiller, allez jusqu'à l'ombudsman au besoin, surtout si vous pensez que la cote de crédit n'a pas été ou n'a pas sa place sur votre dossier de crédit. OK. On va voir l'autre slide. J'ai parlé, passe-la rapidement celle-là. Durée de l'affectation au bureau de crédit. Simon, s'il te plaît, la prochaine. Bon, regardez bien. J'ai parlé de la faillite et de la proposition. Ça, on voit, j'ai fait un petit montage rapide là-dessus. Là. Ce que vous voyez, là, au Québec, l'affectation au bureau de crédit, principalement, là, on le voit que ça dure à peu près 6 ans partout pour Equifax, sauf pour la proposition du consommateur, qui est de 3 ans à partir de la date du paiement. Donc, si vous êtes embourbé, parce qu'il y a des alternatives à la faillite, là, et la meilleure alternative, c'est la proposition du consommateur. Au sens où vous allez déterminer un certain montant qui va être distribué au prorata de vos créances. Les intérêts vont être gelés et vous allez bénéficier d'un certain temps pour rencontrer l'ensemble, pour adresser l'ensemble de vos dettes. Et cette inscription-là dans les registres publics va arrêter de vous impacter négativement après 3 ans, contrairement à une faillite qui est 6 ans chez Equifax et 7 ans chez Consulat. C'est vraiment sérieux. Fait que si je comprends bien, Patrick, par exemple, là, je dois 500 pièces à TELUS, je dois 300 pièces à Hydro-Québec, 200 pièces à Bell, etc. Puis là, je suis dépassée par tout ça. Tant qu'à laisser ça courir puis arriver au point où il faut que vous faites faire faillite, si on voit quand la soupe est chaude, de faire une proposition aux consommateurs, ça va être moins dommageable que de laisser l'hémorragie puis rien faire puis arriver en faillite. Puis faire une faillite, absolument. Puis avant même de faire ça, on peut faire une consolidation de dette. Donc, allez voir. Déjà, d'en parler, il n'y a pas de honte à devoir de l'argent. Notre système est basé sur le crédit. Ça. Notre économie au complet est basée sur le crédit. Les nations empruntent la totale. Sauf, si on le laisse aller, on démontre notre négligence et notre incapacité de se faire face. Mais la première chose à faire, ce serait d'aller voir notre institution bancaire, d'aller voir peut-être, quand on est jeune, nos propres parents qui ont souvent les reins plus solides au niveau financier, puis de leur demander, es-tu capable de m'aider? J'aurais besoin d'un co-signataire. Et là, consolidation de dette, c'est de prendre l'ensemble de nos dettes et de les diriger vers un seul versement auprès de notre banque. Si ça ne marche pas, avant de faire la faillite, la proposition au consommateur, Sophie, c'est le choix le plus avisé que je puisse donner ça. Je dois avouer que je l'apprends parce que je ne savais pas que ça durait juste 3 ans versus une faillite 6 ans. Ça, c'est... Ouais, exact. Ouais. Mais elle est de plus en plus populaire. Les syndics lui font beaucoup de promotions et avec raison. C'est bon à tous les niveaux. Okay. Maintenant, il y a une autre chose aussi, là, si vous êtes très mal pris, là, le dépôt volontaire, c'est comme une saisie volontaire de son propre salaire.
Je vois M. Martin qui sourit un peu. C'est quand même efficace. Ouais, ça doit vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, si je parle aux consommateurs, le dépôt volontaire, c'est une solution qui est avisée. OK. Bon, écoutez, si jamais tout ça ne marche pas, puis on n'a pas été vigilant, on n'a pas adressé nos dettes, on n'a pas été voir une banque, on n'a pas ni fait faillite, ni déposé une proposition consommateur. Et le dossier, après souvent 120 ou 180 jours, le créancier l'envoie à une agence de recouvrement. Ben, c'est pas mal la ruine du crédit quand on arrive là. C'est moins pire que la faillite, mais quand même, c'est rentré dans les archives publiques et une dette en recouvrement empêche, stoppe toute autre possibilité d'avoir un prêt tant que ça, ce n'est pas réglé. Donc, quand même, c'est un levier qui est très fort. Et je vais montrer l'autre slide juste pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on est une agence de recouvrement. Bien, il y en a beaucoup d'agents de recouvrement au Québec. Il y en a 3500 et 66 de ces gens-là sont des femmes. Pourquoi je tenais à mettre cette stat-là? Ben, c'est parce que quand même, on peut être surpris. Là, on a quand même l'image de l'agent de recouvrement est galvaudée. On a une image qui est quand même assez négative, mais honnêtement, ce sont des gens qui, comme vous et moi, là, qui faisons leur travail. Évidemment, ils ont quelque chose à régler, mais ce sont des gens qui sont parlables. Vous allez être surpris. Et si j'ai des conseils à donner, si jamais on arrive en recouvrement, ben, la bonne chose, c'est que d'ici là, ça ne peut que s'améliorer, au sens où si vous payez votre dette, il va y avoir un retrait pas un retrait de la créance, mais elle va être marquée comme payée. Et là, je vais vous donner un secret. Que vous la payez, si vous devez 1 000 et qu'elle est en agence de recouvrement, que vous payez 1 000 ou 500, donc que vous la payez en son plein montant ou sous offre de règlement partiel, ça ne changera rien du tout au fait qu'elle est payée et elle n'affecte plus votre dossier de crédit de la même façon. Si vous la payez totalement, partiellement, c'est la même chose. Fait que si vous avez des moyens limités, si jamais vous êtes rendu déjà en recouvrement parce que vous en avez moins, bien, profitez-en et faites une offre de règlement. Ça peut vous aider beaucoup. Et si tu ne règles pas avec l'agence de recouvrement puis tu fais semblant que ça n'existe pas encore, c'est quoi la prochaine étape? Ben, j'imagine que M. Martin va rentrer et il va le dire parce que là, les seuls autres recours, ce sont des recours légaux. Donc, ça va être, je vais vous laisser l'antenne. Merci beaucoup de m'avoir donné le temps. Maître Mongeon, M. Martin, merci pour tout. Merci, M. René. Ça nous éclaire. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je n'ai appris beaucoup. Merci.